il y a les pays zones anglophones qui sont allergiques, n'est-ce pas, à l'application intégrale des textes. Par contre, lorsque nous venons dans la zone francophone, ceux, ils ont commencé par prendre. Peut-être, il y a aussi, il faut catégoriser encore à ce niveau. Il y a ceux-là ils ont eu le réflexe, ils ont commencé par avoir le réflexe de façon spontanée. Il y a l'autre catégorie, peut-être, si je prends le cas d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, avec les hostilités que Abidjan la Côte d'Ivoire a traversées, il va de soi qu'il méritait de grands bords pour faire plus de contrôle, faire plus de fouilles. Ça, reste ça, il faut qu'il ait une étude pour nous démontrer cela. Donc, voilà, lorsque je prends les deux catégories, donc la première catégorie, nous avons eu plus de problèmes au niveau de Nigeria. Bon, ils vont dans les moindres mesures pour demander des choses impossibles. Mais lorsque nous venons à Accra, ça c'est une calamité. Ça a été une calamité. On a souffert de tout. À Accra, ils nous ont demandé on est arrivé, ils ont pris nos papiers, tout ça, ils ont contrôlé. Heureusement, tous les carabiniers étaient avec tous leurs papiers, passeport à jour, carnet de vaccination à jour. On rentre dans un bureau, ils nous disent de payer 5 000 civils. Ça correspond à quoi? Ils ont dit que c'est affiché, de voir. C'est vrai, c'est affiché, il t'en connaît là. Il dit d'accord, nous allons payer, mais votre reçu. Donnez-nous le reçu. Il dit le reçu il n'en a pas. Ou du moins, pour donner le reçu, il faut que l'autorité donne le reçu. On a dit d'accord, on est prêt pour prendre le reçu. On a été là où ils ont dit bon, allez dégager, allez rester à quelque part. Je vous dis, on a fait 90 minutes sans suite. 1h30. Et nous sommes approchés de responsables qui vont prendre notre passeport. On veut comprendre les raisons donc, de consignation de nos passeports. De nous remettre nos passeports et c'est le passeport. Bref, lorsque nous l'avons fait, et on a tapé maintenant, puisque la société civile a des outils, même si on veut crier, c'est à intensité progressive. Donc, on a allumé un peu, et ils ont commencé par, ils ont compris que ça a commencé. Bon, en temps, ils ont dit que le comptable a eu des problèmes de santé, que ses parents ont des problèmes de santé, il allait à l'hôpital. Donc, bref, nos passeports, ils nous ont retourné nos passeports parce qu'on a allumé les germes. Et donc, les passeports ont été retenus sans qu'on ne paye un copain. La même chose s'est retrouvée encore au niveau donc, de la FLAO, en fait, la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Bref, à ce niveau, le chef a vraiment, je le félicite, c'est quelqu'un qui a la soif d'appliquer l'intégration régionale. Lui, il a coopéré. Par contre, ces agents n'ont pas coopéré, il a fallu que bon, ils viennent créer des autres. Ils ont compris que bon, ceux-là, ce sont des contrôleurs, mais à la différence que lorsque nous sommes rentrés au niveau donc, de la Côte d'Ivoire, là, la douane, franchement, je laisse un message de félicitations à l'administration douanière. Ou du moins l'équipe qui était là. Alors, parce qu'il peut y avoir d'autres équipes qui ne s'existent pas. Je parle de l'équipe qui était là. C'est mieux dit. Voilà. Je mets l'exemple. Donc je parle de l'équipe qui était là le samedi, je crois, non, avant-hier. L'équipe qui était en poste avant-hier, comme le dimanche, oui, le dimanche. Et comme le directeur est là, vraiment, parce que nous, on a un outil au niveau donc, de la société civile. La redevabilité. La redevabilité, c'est aussi la sanction positive et la sanction négative. Lorsque un agent fait du bien, il faut le féliciter. Et donc, je voudrais, comme recommandation, que l'administration leur envoie un message de félicitations à l'équipe de la douane. Voilà, c'est la situation. Donc, au niveau de... Par contre, au niveau de la police, ça a été la croix et la bannière, mais nous, on a analysé pour le fait que c'est les hostilités que la Côte d'Ivoire traversée qui entraînent cela. Mais ils ne sont pas pris de l'âge. Mais on a beaucoup expliqué. Merci Pedro. Merci beaucoup. Je laisse le voir. Vraiment, le noir, si vous pouvez résumer 2 minutes. Vraiment, comme ça on va continuer. Si vous voulez, merci. Vraiment, je sais que les États font beaucoup d'efforts et dans les pays, on nous associe de plus en plus dans les comités.
mais je constate vraiment qu'il y a une certaine démission. Dans beaucoup de cas, vous allez retrouver des agents sans macaron. Donc, très difficile de les identifier et de se plaindre de leur comportement. Aucune identification de leur Oui. Et alors, ils choisissent de le faire. Deuxième chose, je pense qu'il faut vraiment démocratiser l'information sur la procédure de passage quand on est à pied, quand on est dans un véhicule. Parce que par endroit, on ne retrouve pas, quand on est en véhicule, qu'est-ce qu'il faut payer. Non, il peut y avoir de grands affichages. Pour les populations analphabètes, on peut faire des images, des figurines pour expliquer. Parce que les citoyens souffrent énormément. Et dans certains pays, il y a des législations qui surprennent un peu. Le cas du Ghana où on ne doit pas conduire en sandales. Dans les pays francophones, on n'est pas habitué à ces législations. Mais l'agent vous arrête et quand il vérifie tout que vous êtes en règle, il vous demande de descendre. Quand il constate que vous êtes en sandales, il y a voilà. Ici, vous ne pouvez pas rouler en sandales. Vous êtes en véhicule, mais si vous avez mal au pied, il demande le certificat de santé que le docteur a donné. Donc, il y a tous les moyens pour vous arracher de l'argent. Et là où moi j'ai été très ahuri, nous avons des États assez responsables, mais que des hommes en uniforme demandent de l'argent pour du coca, pour acheter des insecticides pour lutter contre les moustiques. Mais ça dévalorise l'argent. Je pense que si les salaires sont bas, il faut augmenter les salaires de ces agents parce que nous leur devons beaucoup de respect. Mais quand ils voient un citoyen ordinaire, ils lui demandent donne-moi quelque chose, qu'est-ce que tu as ramené du coteau? Mais c'est vraiment dégueulasse. Merci. Merci beaucoup Aurélien. Merci pour ce témoignage par la plateforme des acteurs de la société civile qui ont fait la caravane, qui ont fait du chemin pour observer et nous dire des choses que nous avons déjà vécues pour la plupart d'entre nous, à des intensités différentes, mais nous avons ceux qui ont fait les frontières, et même malheureusement quelquefois les aéroports, on rencontre ce genre de difficultés. Donc merci pour cette contribution. Mais nous avons mis en place un instrument au niveau de la région, dont la mission, l'objectif et la vocation, c'est justement d'enlever cela, de faciliter la circulation, notamment des marchandises, et c'est le schéma de libéralisation des échanges que nous présenterons cet après-midi en termes plus techniques sur ce qu'il a produit jusqu'ici. Mais en termes plus politiques, c'est là qui fait sens à ce débat de ce matin, politique ou institutionnel. M. Salifou Tchektoré est le directeur des douanes, chargé donc de la mise en œuvre du schéma de libéralisation des échanges. Stéphane connaît bien le schéma parce que c'est son ministère qui gère le comité national d'agrément. Le secteur privé est l'organe ou l'acteur. L'institution secteur privé, mais comme aussi l'acteur secteur privé, le schéma est l'outil par excellence du commerce intra-régional. Nous avons souvent entendu par le secteur privé dans les évaluations que le schéma est mal connu. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Il n'est pas très opérationnel. On le traite quasiment de tous les autres oiseaux. Nous avons dit que tout cela, nous le savons. Mais l'approche que nous développons dans ce dialogue, c'est plutôt une approche plus positive. Quelles sont les bonnes nouvelles de ce schéma? Les bonnes nouvelles actuelles et les bonnes nouvelles que nous pouvons produire plus tard. C'est aussi de cela que nous voulons parler. Monsieur le directeur, où nous mettre ce schéma? Merci encore. Je profite encore de féliciter Ndata pour ce que cette structure a fait dans la sous-région, dans la promotion en fait, de cet instrument, qui est le schéma de libération des échanges de la FEDEAO, qui encadre comment nos produits doivent circuler dans la sous-région. Je vais parler des produits originaires, bien sûr. Les produits originaires, vous savez, il y a deux catégories. Les produits agricoles, agricoles, les produits obtenus, produits du cru, comme on le dit, obtenus naturellement, qui circulent dans la région normalement sans certificat d'origine. Pas besoin d'avoir un agrément pour pouvoir avoir la possibilité de faire circuler ces marchandises. Dieu seul sait que ça c'est ce qui est écrit dans les papiers de la CEDEAO, mais dans la réalité, ce n'est pas évident.
si vous transportez de la Kéké, de la Côte d'Ivoire au Burkina et vous continuez au Mali, vous allez voir que ce sera évident. Donc c'est ça. Et on a les produits originels dessus qui posent quelques difficultés et il faut obtenir un agrément et l'agrément sur un processus. Et nous avons mis en place la comité national d'agrément dans les États pour aider à ce que l'obtention de cet agrément soit facilitée, puisque tous les travaux doivent être faits dans les pays. Les CNA jouent un rôle positif, même si on doit reconnaître que dans certains pays, ce n'est pas évident. Souvent même le CNA est la barrière pour l'obtention, parce qu'il y en a qui ont tellement compliqué le processus de manière que les opérateurs sont obligés de courir à gauche, à droite et des longs délais pour pouvoir en fait voir les dossiers être examinés, obtenir l'agrément de la CEDEAO. Donc ça c'est le problème. Donc je retiens avec vous qu'il y a des difficultés. On en a parlé suffisamment. Et ce que nous faisons actuellement pour essayer de faire changer les choses, c'est de faire en sorte que ce que vous avez observé dans les difficultés sont réelles sur le terrain, responsabiliser les États. Il y a eu une interpellation des chefs d'État en 2013 et qui ont demandé à la CEDEAO de mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui une task force. La task force est une structure permanente et qui est constituée d'imminentes personnalités qui sont au nombre de 7 qui sont sélectionnés dans les États. Cette task force a pour objet de faire du plaidoyer au niveau des États, mais aussi de régler des litiges, procéder à des arbitrages s'il y a lieu. Et actuellement, elle est même venue en Côte d'Ivoire, elle est actuellement au Ghana, après avoir fait le Togo et le Bénin, et elle va se rendre au Nigeria bientôt, qui est un gros morceau. Et à l'issue de sa mission, la task force rédige un aide-mémoire qui contient les engagements du pays à mettre fin à un certain nombre de pratiques qui sont de nature à vraiment rendre le fonctionnement du commerce du commerce qui impacte négativement sur le mouvement du commerce international. Et ces aides-mémoires feront l'objet de rapports qui vont être transmis, c'est-à-dire de communiquer aux chefs d'État. Donc aujourd'hui, on a essayé de rendre beaucoup plus politique cette question. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu qu'à l'occasion de la conférence des chefs d'État, des points soient faits sur le manquement de leur pays sur des points précis. Et c'est pourquoi l'engagement a une valeur et la taxe va veiller à ce que les engagements qui ont été constatés sur des points précis soient vraiment mis en œuvre par le pays de manière à ce que les États de ce côté-là puissent être mis devant leurs responsabilités et prendre les mesures. Tout ça, c'est quelque chose qui n'existe pas une promesse, c'est quelque chose qui est en route. Nous espérons que cela va conjuguer. Je reviendrai en votre cadre, vous allez poursuivre. Je voulais juste donner la parole au secteur privé, parce que tout à l'heure, en parlant, vous avez dit que quelquefois le comité national existe. Il a vocation à faire fonctionner les choses, à agréer, avant d'envoyer à la CEDEAO. Mais quelquefois, il peut être le problème du fait de la complexité, de la lourdeur ou des difficultés de procédure. Le secteur privé l'a souvent pointé du doigt. J'aimerais à ce stade donner la parole au secteur privé, mais toujours dans l'approche solution orientée. Qu'est-ce qu'on peut à ce niveau? Vous pouvez revenir sur quelques difficultés, mais quelles sont les approches et les possibilités que vous voyez pour justement résoudre ce cas, sachant que tout à l'heure nous sommes aussi représentés dans la salle, ils pourront dire non. Mais juste avant de vous donner, vous me permettrez de reconnaître l'arrivée de monsieur le commissaire en charge du commerce à la commission de la CEDEAO, monsieur Saïbou Lawali. Il a fait, comme je vous l'ai dit ce matin, beaucoup d'efforts pour revenir nous rejoindre en nous disant qu'il veut être avec nous, avec les acteurs pour écouter et partager, pour que nous lui disions ce que nous pensons de tous ces instruments importants pour le commerce intra-régional et qu'il fasse tout de son mieux aussi en tant qu'acteur de la région, en charge de la politique, pour faire en sorte que ce dont nous parlons aujourd'hui puisse fonctionner. Monsieur le commissaire, merci pour votre présence. Nous le reconnaissons tous ici
et nous aurons l'occasion certainement de poursuivre et de vous donner la parole tout à l'heure. Nous avons déjà commencé ce panel avec un premier point évoqué sur la taille du marché et son importance pour le commerce intra-régional. Nous rentrons juste maintenant dans l'analyse du schéma de libéralisation des échanges. Et là, je continue en donnant la parole à M. Ousmane Sidiaye. Merci, monsieur le modérateur. Je m'associe rapidement aux salutations à l'endroit de monsieur le commissaire et faire un plan au grand frère que nous vient de recevoir, cher frère. Bonjour, cher. Et peut-être partager avec vous deux idées rapidement. Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de libéralisation des échanges et dans le cadre également du global de la mise en œuvre d'un certain nombre d'instruments et de normes communautaires. On sait en général, quand le privé, l'opérateur économique ou l'entreprise enfreint la loi ou la règle, on sait ce qui est prévu. Mais quand c'est une administration qui ne respecte pas la règle, qu'est-ce qui est prévu? On ne sait jamais. C'est le flou total. Il y a un déséquilibre énorme. Et à juste raison, monsieur le directeur du secteur privé de rappeler tout à l'heure, que le secteur privé a une place et un rôle à jouer dans la construction du marché communautaire et de l'intégration économique. Mais son paradoxe est que l'État au niveau national est le principal acteur chargé de la mise en œuvre des normes communautaires. C'est un acteur majeur qui a un statut. Quel est le statut du privé? Qu'est-ce que le traité en dit? Et s'il y en a, nous l'ignorons. C'est-à-dire le privé est livré vraiment à lui-même, à tous les risques possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'au niveau d'une frontière, quel que soit dans l'espace de nos pays, on peut entraver volontairement ou involontairement l'exercice d'un droit fondamental, mais il n'en suivra absolument rien. On peut entraver, on peut hypothéquer l'avenir d'une entreprise, mais il ne se passera absolument que dalle. Et ça, c'est un gros problème. Et on va assigner à ce secteur privé le rôle de créateur de richesse dans notre espace, alors qu'il n'a aucun statut. Rien ne le protège. Il a très peu de moyens de recours. Il est confronté à un problème de temps, souvent de savoir-faire. Il y a un problème. Je pense qu'il y a un rééquilibre à opérer dans le repositionnement du secteur privé en tant qu'acteur majeur dans la construction et le développement du marché. L'autre réflexion que je voulais partager avec vous, c'est les modalités qui accompagnent la mise en œuvre du schéma de libéralisation. C'est confier à la douane, c'est une excellente chose. Mais est-ce que confier la mise en œuvre du schéma de libéralisation à la douane exclut les autres entités ou les autres départements? Quel est le régime juridique, le régime économique de mise en œuvre du schéma de libéralisation des échanges? Il y a un problème. Si au plan légal, les modalités de circulation des marchandises et des personnes sont définies, en amont, les questions de marché, je veux dire, d'élaboration de l'offre et de son calibrage ne sont pas bien réglées. C'est également un manquement très grave. C'est-à-dire une chose de nous dire, on a aménagé le terrain, il est clôturé, c'est le deck, on a un schéma, c'est quasiment l'arbitrage, il faut jouer. On ne s'est pas entraîné, on n'est pas en forme, on n'a pas de maillot, on n'a pas de ballon, on n'a pas déjeuné avant de s'entraîner, et on ne sait même pas pourquoi on joue. Et s'il arrive qu'on gagne, on vous tord la main pour vous dire que vous avez perdu. Voilà l'ambiance dans laquelle nous voulons. Le tableau que vous décrivez n'est pas très reluisant. Mais c'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui, au niveau du secteur privé, une crainte quasi référentielle de se lancer dans une perspective de marché régional. C'est ça qui justifie que le secteur privé est obligé d'être extrêmement prudent. Quand on sait que l'argent coûte cher dans notre pays, pour accéder au financement, ce n'est pas moins de 11% de taux d'intérêt. Là où nos concurrents européens et asiatiques sont à 4-5%. Bon, avec tous les efforts qu'on fait pour accéder à un financement, une fois qu'on a le financement, mais bon, on peut tout faire pour le sécuriser, pour le mettre dans une opération qui va générer vraiment du profit et d'éviter un maximum de risques possibles. Alors, je pense qu'il y a une relation à décrisper. Le secteur privé a besoin de retrouver la confiance en son autorité. Parce que vous le disiez tout à l'heure et à juste raison, c'est à la commission de la CEDEAO
qu'on a confié la mission de construire le marché commun. Aux États de mettre en œuvre, je réfléchis à vous, des experts, aux États de mettre en œuvre justement les normes communautaires, au secteur privé de créer la richesse dont la région a besoin pour les emplois, etc. etc. Dans ce schéma-là, je pense que le secteur privé a besoin de retrouver un minimum de confiance. Monsieur Stéphane Baka, on progresse graduellement, on passe par le national pour aller au régional. Le secteur privé nous dit qu'il veut créer de la richesse et qu'il peut le faire. Et il nous décrit un tableau qui n'est pas très satisfaisant. Sur une série de contraintes qui, in fine, font qu'il est relativement frileux. On l'a dit tout à l'heure, on a un marché dont la taille est énorme. Le secteur privé peut le saisir. Il ne peut pas, en ce moment, le faire, ou ne peut pas le faire comme il devrait pouvoir le faire, parce que justement, il a cette sorte d'obstacle en face. Au niveau national, vous qui êtes chargé d'appliquer les politiques, parce que ça a été décidé au niveau régional, il faut le faciliter la tâche, il faut le ouvrir les choses, simplifier les procédures, enlever des barrières. Vous l'avez mis. Au niveau national, ça ne semble pas fonctionner. Parce que lui qui le parle, il parle d'une perspective sénégalaise, mais le secteur privé ivoirien pourrait peut-être dire la même chose. De la même chose, Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, etc. Au niveau national, quelle est cette responsabilité des États, pas seulement Côte d'Ivoire, des États, et qu'est-ce que vous posez comme acte concret? D'ailleurs, il a dit tout à l'heure, en pointant le CNA, il est revenu là-dessus. Même si on a fait l'effort de dire que le CNA est composé d'une multiplicité d'acteurs, c'était pour faire cohérence, mais ça ne semble pas avoir dissipé la crainte du secteur privé. Qu'est-ce qu'il faudra faire concrètement à ce niveau, déjà au niveau national? D'accord, merci. Merci, Cheikh. Bonne arrivée, monsieur le commissaire. Le commissaire est arrivé 5 minutes en retard. Il aurait fallu qu'il arrive au moment où la société civile ne faisait pas des problèmes de la caravane. Donc, avec la permission, parce que Cheikh disait que dans sa volonté d'être optimiste, on a relevé quand même quelques problèmes. Et on a relevé un problème que je ne connaissais pas, c'est l'amende pour conduire en tapette. Ça quand même, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. L'autre, en sandales. Voilà, en conduire en sandales. L'autre problème qu'ils ont évoqué aussi, et là je vais, comme la question de la conduite en sandales concerne nos amis du Ghana, ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire, jusqu'à la preuve du contraire. L'autre problème qu'ils ont évoqué, auquel on a apporté une solution un peu simple, parce que ça lui dirait, c'est le problème des postes de contrôle en Côte d'Ivoire lié à la crise et aux attentats que l'on a connus, surtout dans cette zone-là. On avait quelques petits soucis avec le Ghana, d'insécurité, et puis les attentats sont dans cette région. Mais néanmoins, la task force qui est venue et qui est repartie ce week-end a relevé cela, et on a pris l'engagement de ne pas transformer les postes de contrôle en tracasserie supplémentaire. Donc ça, c'est un engagement qu'on a pris et je pense qu'on va le respecter. Une autre chose aussi que la Côte d'Ivoire, et on le dit, ça le valait. C'est vrai qu'on a un tissu industriel. C'est vrai qu'on le concède. C'est la question des recettes douanières. C'est la question des recettes douanières. Quand vous allez au Libéria et que le Libéria vous dit je ne veux pas appliquer le schéma parce que ce sont les entreprises de la Côte d'Ivoire qui vont profiter, ou alors je baisse les recettes douanières qui vont tout. Nous, en tout cas, ministère de l'intégration, ce discours que l'on a, c'est que ce qu'on appelle, c'est certes une baisse des recettes douanières, mais ce n'est pas forcément une baisse de revenus pour l'État. C'est vrai que le secteur privé ne souhaite pas que ce que vous lui enlevez à la douane, vous le repreniez en remettant un impôt. Mais il souhaite que, comme vous l'avez enlevé à la douane, ça va se traduire par du business et quelque part vous pouvez le récupérer de manière fiscale sans créer un impôt supplémentaire. Donc la Côte d'Ivoire est en pleine transition fiscale, c'est ça qui est au cœur, en pleine transition fiscale pour que les recettes fiscales augmentent aux dépens des recettes douanières. Et on le dit, même quand les recettes douanières baissent, c'est au bénéfice du secteur privé ou du consommateur. Donc on peut faire ce sacrifice moyennant un minimum de suivi et évaluation.
de telle sorte qu'on s'assure que ce qu'on nous a octroyé, ça se transforme en gain en matière de compétitivité et que ça n'achète pas des châteaux dans des pays hors de la région. Ce que l'on fait également, et on s'est rendu compte que pour une question de dynamisme, notamment du Comité national d'agrément de Côte d'Ivoire, on a un peu trop vite arrêté les réunions avec le secteur privé. Donc du coup, on a gagné en célérité, parce que dès qu'on dépose le dossier, hop, le comité se réunit, en tout cas en restreint, et puis il examine le dossier, et en moins de 2 mois, la visite d'entreprise est faite et tout. Mais en gagnant en célérité, justement, on a, je dis, perdu en transparence ou en suivi évaluation. Et donc, j'ai donné des instructions pour que le secteur privé revienne en force dans notre comité national d'agrément. Ça va nous permettre 2 choses. La première, je me demande même si on va leur donner la présidence, qui nous tape dessus. Moi, le ministère de l'Intégration, je ne sais pas peut-être. Autrement, Salif laissait leur donner la présidence du comité national d'agrément, sachant que le secrétariat, ça c'est la loi, l'industrie, l'intégration et le commerce. Qui nous tape dessus. Et la deuxième aussi, qu'en retour, c'est un peu ce que tu disais, ils s'engagent, même si ça, on ne veut pas compliquer les critères d'agrément. Là, je persiste, je ne veux pas être celui qui va ajouter des critères qui vont... Parce qu'il faut participer, il faut que de plus en plus d'entreprises aient l'agrément. J'ai participé à une réunion que tu as organisée où j'ai vu que le Ghana avait 800 entreprises, la Côte d'Ivoire avait 130. Je comprends que le Nigeria soit grand géant avec ses 1200, mais 800 Ghana, 130 en Côte d'Ivoire, je me dis qu'il y a un problème, les amis. Il y a un problème, il y a un défi qu'on doit relever parce que les économies sont quand même... Le gap est un peu énorme, donc je n'ai pas envie de complexifier les agréments. Mais néanmoins, j'aimerais bien, quand une entreprise est agréée, qu'elle puisse de temps en temps nous dire les statistiques sur l'impact que cet agrément-là a eu sur elle. Après qu'on dise que c'est l'agrément ou pas, c'est pas grave. Mais au moins, elle avait 10 employés, depuis qu'on l'a agréé, ils en ont 12. Elle exportait 100 vers le Nigeria, depuis qu'on l'a agréé, elle exporte 130. Pour ça nous permet de vraiment d'évaluer notre impact. Et puis après, ça nous sert de best practice. Après, quand on va vers une autre entreprise, c'est facile de la convaincre. Mais là, on va vers quoi? On va avec les arguments théoriques que oui, ça va nous permettre de vendre sans droit de douane, et c'est théorique. Et enfin, c'est ce que je voulais dire, l'impact du schéma. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est un schéma, on dit, quand on donne le certificat d'origine, c'est pour encourager l'industrialisation de la région. D'abord, le premier objectif, c'est l'industrialisation de la région. Deuxième, je dirais, c'est le commerce. De telle sorte que, vous avez posé la question à M. Etienne Touré tout à l'heure, vers où on va, on sait qu'on va vers la vie pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les industriels qui bénéficient de l'agrément. Demain, ce sera peut-être les commerçants aussi. Ça veut dire qu'une fois que le produit sera rentré dans la zone, même s'il n'est pas fabriqué ici, qu'il est vendu par un commerçant au Sénégal. Bon, donc c'est le commerçant ivoirien, enfin c'est les commerçants de la région qui vont en profiter. Et derrière, comme toute chose, c'est ce que je disais, il faut voir l'impact en termes d'emploi, parce que c'est un des grands défis de notre région. Excellent, monsieur le directeur de cabinet adjoint. Il a évoqué des questions très très importantes. Ce que j'ai bien aimé, c'est que lui, État, il a renvoyé aussi la balle ou la perspective au niveau de ce qu'il est possible de faire dans chaque pays, en donnant des exemples concrets de ce que la Côte d'Ivoire décide de faire. La Côte d'Ivoire, à un moment donné, a ressenti le besoin d'y aller sans le secteur privé à un certain niveau dans l'octroi des agréments. Ils se rendent compte que ce n'est pas forcément favorable à l'objectif qu'ils visent, qu'ils changent de cap pour revenir à ce qu'ils faisaient avant. C'est peut-être une très bonne approche, mais il faut faire par cas. C'est ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire, ils y sont. C'est peut-être autre chose qui est bon pour notre pays. Mais s'il y a lieu d'apprendre de cet exemple et de documenter pour voir ce que les autres pays peuvent aussi tirer de cet exemple. L'autre élément important qu'il faut retenir,